Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Bonjour, nous sommes les élèves de l'école Albert Bar à Albertville pour le projet Radio Risque. Nous avons fait une enquête de voisinage sur le quartier de Saint-Sigismond. Nous avons interrogé les habitants pour savoir s'ils connaissent les crues torrentielles. 79% des gens interrogés connaissent la différence entre une crue torrentielle et une inondation. Une crue torrentielle transporte beaucoup de matériaux comme des pierres ou du bois. Elle se déroule généralement dans un torrent ou un ruisseau qui a une forte pente comme le Nampotier dans notre quartier. Quant aux inondations, elles ont lieu plutôt dans les rivières comme l'Arly ou l'Isère. Peu de personnes ont déjà vu une crue torrentielle. Seulement 22% des personnes interrogées et seulement 2% des personnes ont observé le phénomène sur Albertville. Lorsque nous avions demandé aux habitants du quartier si leur habitation pouvait être touchée par une crue torrentielle, 65% nous ont répondu qu'ils ne savaient pas. Pour savoir si votre habitation est concernée par les crues torrentielles, vous pouvez aller voir dans le livret du DICRIM ou sur la carte du PIS. Ces documents sont disponibles à la mairie d'Albertville ou sur le site internet. Renseignez-vous pour mieux connaître les risques et vous mettre en sécurité. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Le jeudi 18 janvier 2024, nous avons rencontré François Rieux, un expert des crues torrentielles. Il est le président du CISARC, le syndicat mixte de l'Arc et de l'Isère en Comte de Savoie. Nous vous proposons un petit quiz pour vous permettre de savoir comment sont aménagés nos torrents afin d'éviter les crues torrentielles sur le secteur. Sur le Nampotier, un ruisseau qui coule dans le quartier de Saint-Sigismond, une plage de dépôt a été aménagée pour éviter les crues torrentielles. Elle est située en amont du cône de déjection, c'est-à-dire le lieu où l'eau pourrait sortir du lit du torrent et inonder les habitations. On peut mesurer le débit de l'eau grâce à un objet qui ressemble à une règle placée juste avant ces plages de dépôt. Comment appelle-t-on cette règle ? Une échelle limnimétrique. Le jour où nous avons rencontré Monsieur Rieux, un ruisseau situé à Notre-Dame-des-Millières était en crue. Ce ruisseau, qui s'appelle Hermette, a aussi une plage de dépôt comme le Nampotier. De gros matériaux comme des troncs d'arbres, des rochers se sont retrouvés dans le cône de déjection. Quel est l'aménagement semblable à celui du Nampotier qui est construit pour empêcher cela ? C'est une grille en métal avec des barreaux horizontaux qui doit retenir les gros matériaux. Lorsque des matériaux se sont déposés dans le bassin de décantation, on doit faire intervenir des pelles mécaniques pour les enlever. Comment s'appelle cette action ? Elle s'appelle le curage. Dans le bassin de décantation du Nampotier, on trouve une vanne qui est une sorte de bouchon. À quoi cette vanne sert-elle ? À vidanger le bassin de décantation pour effectuer le curage. Le Nampotier a déjà subi des crues dans le passé. Désormais, il est endigué en partie, soit avec des bordures de béton, soit avec des canalisations. Savez-vous où passe le Nampotier pour se jeter dans l'Isère ? Il passe sous la patinoire d'Albertville. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque.
Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Pourriez-vous vous présenter si vous le voulez bien ? Comme vous, je suis journaliste, mais là, je ne suis pas là comme journaliste. Je suis là comme président du syndicat intercommunal donc, de l'Isère et de l'Arc, le CISARC, qui gère donc à la fois les digues de l'Isère et de l'Arc et aussi tous les torrents qui arrivent dans l'Isère. En quoi consiste votre travail ? Alors mon travail donc comme président d'un syndicat consiste à animer l'équipe d'élus du syndicat, parce qu'il y a des élus de toutes les communes de la vallée dans le syndicat, et animer aussi les équipes techniques et administratives qui font le travail au quotidien. Donc nous les élus, on fixe les grandes lignes, on fixe le budget chaque année, on dit on va faire tel et tel travaux à tel endroit, et les techniciens préparent le chantier, ils font le chantier, ils suivent les entreprises. Les administratifs, ils font toute la partie de paperasse qu'il y a à faire, ils suivent aussi le budget, la comptabilité, et donc le président, il suit tout ça d'un peu au-dessus pour essayer que tout fonctionne bien dans la vallée. Et puis des fois, comme on a vu l'autre jour sur la plage de dépôt du Nampotier, il pleut beaucoup, il y a des crues, et là on sort du rythme qui était prévu et on s'adapte à la crise, et on va gérer la crise avec les entreprises, avec les techniciens pour qu'il n'y ait pas le moins de dégâts possible. Vous nous parlez de la paperasse, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce sujet ? Quand j'emploie le mot de paperasse, c'est un mot un peu trivial, un peu familier. C'est vrai que ça regroupe beaucoup de choses. Ça peut regrouper des archives qu'on va aller chercher, des photos, des vieux documents pour savoir ce qui s'est passé il y a longtemps ou pas très longtemps dans un torrent, dans une rivière, pour donc identifier les risques et la périodicité des risques. C'est des dossiers techniques qu'on fait pour les entreprises pour préparer les chantiers. C'est des dossiers de subvention aussi qu'on peut faire pour demander des aides financières à droite, à gauche, à l'État, à la région ou à d'autres. C'est des dossiers, donc des courriers qu'on fait aux habitants, aux propriétaires fonciers qui vont être concernés par le chantier. Enfin, il y a énormément de choses administratives qu'on fait par écrit. Avant de sortir une pelleteuse et un camion, on a passé des mois et des années, c'est souvent, à préparer le chantier, donc à écrire des choses, à éditer des documents, à les diffuser, à les faire lire et à organiser des réunions pour tout ça. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Pouvez-vous nous expliquer comment se forme une crue torrentielle ? Pour qu'il y ait une crue torrentielle, il faut déjà qu'il y ait de la pluie, par exemple un orage en été, donc quelque chose d'assez violent qui amène beaucoup d'eau en un temps très court sur un endroit en pente. Si le sol est très sec, ça peut raviner d'une certaine manière. Ces temps-ci, là, cet hiver, il y a énormément de pluie partout, le sol est très humide et le sol est déjà imbibé, donc ça peut aggraver le problème. Donc il faut beaucoup d'eau sur un temps très bref, et derrière, ça commence à entraîner des petits cailloux, des bouts de bois et ainsi de suite. Plus on a à descendre dans la pente, et plus ça devient important, plus d'autres petits cours d'eau rejoignent le principal, et arrivé en bas, on a quelque chose de très violent et de très haut, qui peut avoir une très grosse énergie et qui peut traîner des cailloux de plusieurs tonnes. Enfin, après, on arrive à avoir des cailloux qui flottent dans l'eau, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça qui est très dangereux dans les crues torrentielles. Après, c'est plus une crue, c'est une lave torrentielle, mais c'est un peu la continuation du même phénomène. Comment expliquons que nous avons eu beaucoup de crues torrentielles cet hiver et cet automne ? Cet automne et cet hiver, ce qui se passe, c'est un phénomène de variation de température. Par exemple, il y a un refroidissement, donc il neige relativement bas en altitude. Juste derrière, il y a une arrivée de pluie chaude avec un réchauffement. Il va repleuvoir très haut en altitude et du coup, en même temps, on a la pluie qui tombe et on fait fondre toute la neige accumulée. Ce qui fait que la même journée, finalement, vous avez la hauteur d'eau et la quantité d'eau de plusieurs jours. Donc du coup, effectivement, ça permet d'avoir des crues torrentielles beaucoup plus fréquentes dans l'hiver que nous connaissons avec des variations importantes de température. Merci. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque. Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger.
À partir de combien de centimètres une crue torrentielle peut-elle devenir dangereuse? Ça dépend de la pente, de la vitesse de l'eau, de ce qu'il y a dedans aussi. On s'aperçoit que si l'eau trimballe beaucoup de rochers, de bouts de bois, dès qu'il y a très peu d'eau, tu vas vite prendre des bouts de bois ou des rochers dans les pieds et ça va devenir dangereux. Alors que si c'est un débordement plus tranquille dans une rivière un peu plate, que l'eau monte sans avoir vraiment de vitesse, ce sera moins dangereux. Donc des fois, il ne faut pas beaucoup d'eau pour t'entraîner. Alors surtout vous, des enfants qui êtes assez légers, quelques centimètres d'eau qui courent vite dans une pente et vous risquez de partir sur le côté et d'être embarqué. Une crue torrentielle peut être très dangereuse très rapidement. Quand vous sortez dans la rue et qu'il y a une crue torrentielle, vous restez à la maison surtout. Vous vous protégez, vous ne cherchez pas à aller courir dans l'eau comme j'ai pu le voir à Notre-Dame de Briançon le mois de novembre, où un gamin courait au milieu du village en crue. Il s'amusait beaucoup, l'eau était un peu froide, mais c'était quand même dangereux pour lui. Est-ce que les crues peuvent se former même s'il n'y a pas de pente ? Oui, les crues peuvent se former même s'il n'y a pas de pente. L'exemple du Pas-de-Calais ces derniers mois, où là c'est complètement plat et on voit quand même que c'est inondé depuis bientôt 3 mois. Donc l'eau, quand elle s'accumule et qu'elle n'arrive pas à s'évacuer assez vite, oui, ça monte. Donc même dans des terrains plats, il peut y avoir des crues. Après, on a aussi dans la vallée de la Combe de Savoie d'autres types d'inondations qui sont particuliers. Donc c'est la remontée de la nappe phréatique. Donc on a des zones qui peuvent être inondées. Simplement, il n'y a rien qui coule, mais ça remonte du sol. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Quelles sont les mesures de prévention pour se protéger en cas de crue torrentielle ? La première chose, c'est de vous protéger au départ. La première protection, elle est collective. La première protection, c'est quelque part de bien entretenir le lit du torrent, qu'il n'y ait pas des arbres en travers et des choses qui glissent tout au long du lit du torrent. Ça dépendra un peu des propriétaires autour du torrent, des propriétaires forestiers, des propriétaires de terrain. Après, le syndicat, il peut faire au-dessus du village une plage de dépôt, donc il va être une espèce de barrage avec une partie en grille pour laisser quand même passer l'eau, de barrage qui va retenir tous les matériaux qui arriveraient brutalement de l'amont. On peut aussi faire des petits barrages avec des seuils pour empêcher le lit de trop descendre, pour canaliser le ruisseau. À l'aval de la plage de dépôt, on peut faire des petites digues ou des ouvrages qui canalisent le ruisseau pour l'empêcher de divaguer. Donc ils ne partent pas dans toutes les directions dans le village ou dans les plaines agricoles. On a beaucoup de moyens de protéger. On a des râteliers aussi pour récupérer les matériaux flottants. Donc quand on parle des flottants, c'est par exemple les bouts de bois ou les troncs qui flottent dans une rivière. Il suffit au milieu du lit du ruisseau de mettre 2-3 barres de métal qui vont bloquer ces flottants puis empêcher donc d'aller faire des embâcles après plus bas sur les ponts. Enfin, des embâcles, c'est des barrages, des accumulations de bois contre la pile d'un pont par exemple qui forment barrage et qui fait monter l'eau derrière avec le risque de passer par-dessus le pont ou par-dessus les digues. Donc on a plein de moyens de lutter contre les crues, d'empêcher les torrents et les rivières de sortir de leur lit. Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de crue torrentielle? Alors, les bons réflexes en cas de crue, généralement on conseillerait plutôt de rester à l'abri. Le mieux dans le cas de crue, c'est de ne pas sortir, de ne pas circuler dans les rues, de ne pas aller voir ce qui se passe et de prendre des risques. Alors c'est vrai, dans une crue, j'allais dire tranquille, vous avez dû voir à la télé des crues dans le nord de la France, là où l'eau montait tout doucement. Donc là, si on marche dans la rue, on ne sait pas si on est encore dans la rue ou si on est déjà dans un trou. On voit plus ce qui se passe sous l'eau. Donc il y a des risques même dans des crues comme ça. Et chez nous, des crues torrentielles, c'est donc très violent. Il y a des matériaux qui sont transportés par la crue. Donc des bouts de bois, des pierres, des rochers, des bouts de ferraille, tout ce qui traîne. Ça, c'est très dangereux de marcher là-dedans. Quand vous voyez une crue torrentielle, vous restez bien à l'abri et vous attendez que ça passe ou qu'on vienne vous chercher. Mais surtout, vous n'allez pas vous jeter au milieu du torrent. Même si ça paraît sympathique, il ne faut surtout pas sortir. Merci. Radio Riz. 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 Radio Riz.
Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Combien de temps faut-il pour nettoyer une plage de dépôt ? Alors on va dire ça dépend de la taille de la plage de dépôt. L'autre jour on a vu la plage de dépôt du Nampotier qui n'est pas une très grosse plage de dépôt. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grandes. Là on l'a nettoyée alors qu'il y avait 400-500 mètres cubes de terre et de bois dedans. Il y a d'autres plages de dépôt qu'on est en train de nettoyer du côté de Notre-Dame-des-Millières ou de Sainte-Hélène, où là c'est 5000-6000 mètres cubes. À Sevin, sur le torrent de la Gruve, il y a une grosse plage de dépôt avec un torrent qui est très capricieux, et là c'est 20 000 mètres cubes à enlever, donc ça peut prendre 2 jours comme 15 jours, 3 semaines, ça dépend de l'événement, de l'accessibilité de la plage, de la facilité aussi d'emmener les matériaux qui sont dans la plage de dépôt, de pouvoir les stocker quelque part. Quelquefois, c'est des matériaux tellement mélangés avec du bois, de la terre, des tas de cochonneries qu'on ne sait pas quoi en faire. Là, c'est compliqué d'aller les entreposer quelque part. D'autres fois, c'est du beau matériau, du gravier ou des choses comme ça qui sont réutilisables presque directement sur des chantiers. Donc, ça va plus vite à exporter et à stocker. Voilà, donc c'est très variable. Ça dépend beaucoup de la taille de la plage de dépôt, puis surtout de la taille de l'événement, de la crue qu'il y a pu y avoir avant qu'on ait besoin de vider la plage de dépôt. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Pourquoi l'entretien des cours d'eau est-il important ? Alors il est important d'entretenir les abords des cours d'eau, et le lit aussi, pour éviter les crues et pour diminuer le risque en cas de crue. Donc il peut y avoir différents types de risques. Alors dans le lit de l'Isère, on a l'exemple des atterrissements. Donc c'est de la terre, du sable qui se dépose à chaque crue, notamment quand on laisse pousser de la végétation dans le lit. Donc après, ça diminue la capacité du lit à transporter de l'eau. C'est comme une artère sanguine quand il y a du cholestérol, il y a moins de sang qui passe et après on a des problèmes de santé. Donc pour la rivière, c'est la même chose. Il faut que le lit soit bien dégagé pour que l'eau puisse passer et laisser passer des volumes de crue importants. Sur les torrents autour, l'important c'est de ne pas avoir des arbres qui tombent dedans, des broussailles, des cochonneries, des bouts de bois, de tout ce qui peut traîner autour d'un ruisseau. Quand l'eau monte, c'est important qu'il n'y ait rien qui retienne l'eau et qui aille après s'accumuler contre des maisons, contre un pont, contre des voitures, des fois quand ça déborde un peu. Donc l'entretien est très important, mais c'est un sujet que les propriétaires n'ont pas très bien compris. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie pour réapprendre à chaque propriétaire que c'est à lui d'entretenir le bord de son ruisseau. L'entretien peut aussi servir à éliminer des plantes invasives, comme par exemple la renouée du Japon. Si on la laisse se développer, c'est cette espèce de roseau qu'on voit beaucoup dans le lit de l'Isère et un peu partout maintenant sur notre territoire. Si on entretient, on arrive à la fatiguer, à la faire disparaître. Mais si on n'entretient pas, elle envahit tout et du coup ça bouche aussi les lits des ruisseaux et ça n'a plus aucun intérêt en termes d'écologie. Merci. Radio Risque. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Pourquoi l'État s'occupe-t-il de plusieurs ruisseaux ? L'État, il s'occupe de tout ce qui se passe en France. Donc là, on parle aujourd'hui des rivières et des ruisseaux et des torrents. Donc l'État, il fixe des règles sur toute la France pour pouvoir s'occuper des ruisseaux de la même manière sur toute la France. Il y a des services centraux dans chaque ministère qui définissent avec les députés, les sénateurs, les règles générales. Et après, donc dans les régions, dans les départements, il y a d'autres services de l'État, donc des agents, des fonctionnaires qui s'occupent sur le terrain de contrôler, de sécuriser les choses. J'ai parlé tout à l'heure du service de restauration des terrains en montagne, qui est aussi un service de l'État qui s'occupe depuis 150 ans des zones les plus dangereuses en montagne et d'empêcher les glissements de terrain, par exemple. Qu'est-ce que c'est le service
de restauration des terrains en montagne. Le service de restauration des terrains en montagne, ça a été créé il y a très très longtemps, quand la Savoie était annexée à la France. Beaucoup de zones agricoles en montagne étaient trop occupées, surpâturées, il n'y avait plus de forêt. Il y avait beaucoup de zones d'érosion, c'est-à-dire que les pluies emportaient les terrains, il y avait des glissements de terrain. Donc le service de restauration des terrains en montagne a travaillé depuis 150 ans à refaire des forêts, à entretenir les pentes, à barrer les ruisseaux quelquefois pour retenir les glissements de terrain. Donc c'est un service qui a beaucoup travaillé dans nos montagnes pour maintenir les montagnes en bon état et pour recréer de la forêt et sécuriser tous les villages et les voies de communication qui sont en bas des pentes. Et c'est un travail qui dure depuis 160 et quelques années maintenant en Savoie. Et c'est jamais fini. Il y a toujours des risques quelque part, donc c'est un travail après d'entretien des ruisseaux. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. Le jeudi 18 janvier 2024, nous avons rencontré François Rieux, un expert des crues torrentielles. Il est le président du CISARC, le syndicat mixte de l'Arc et de l'Isère en Combe de Savoie. Nous vous proposons un petit quiz pour vous permettre de savoir comment sont aménagés nos torrents afin d'éviter les crues torrentielles sur le secteur. Le Nampotier a aussi une particularité. Il est surélevé par rapport aux habitations sur une partie de son lit. Comment appelle-t-on ces types de ruisseaux surélevés qui sont très rares en France ? On les appelle les ruisseaux perchés. Sur certains ruisseaux, dont le Nampotier, on peut voir des sortes de cascades créées par l'homme, que l'on appelle des seuils. À quoi servent-ils ? Ils permettent de faire perdre de l'énergie au ruisseau en le ralentissant. Merci. Radio Riz. 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 Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. En quoi les archives sont importants ? Alors, les archives sont donc importantes pour arriver à faire l'historique d'un problème, d'un risque d'inondation. Et les archives, souvent, c'est des photographies anciennes qui peuvent être disponibles dans les communes, dans les archives des communes, qui peuvent être disponibles aussi auprès de certains services de l'État, comme le service de restauration des terrains en montagne, qui a énormément d'archives photographiques sur les risques depuis 1860, en gros, 160 ans. C'est des documents écrits aussi, ça peut être des articles de presse qui relatent une inondation dans un village, ça peut être beaucoup de choses, des archives privées aussi, des familles qui peuvent avoir des photos sur des risques, des gens qui habitent près d'un torrent, eux ils ont photographié ce qui arrivait dans leur jardin en 1950, en 1960. Voilà, c'est d'essayer de regrouper tous ces éléments qui sont dispersés à droite et à gauche, qui sont conservés soit de manière officielle dans les archives communales, départementales ou nationales, soit de manière privée dans les archives familiales. Alors les archives familiales, c'est souvent un sujet à risque parce que les gens perdent les albums photos, perdent la mémoire, et c'est mieux quand c'est conservé dans des archives publiques comme les archives communales ou départementales, et là on retrouve très longtemps après tous les éléments d'une crise, d'une inondation, d'un débordement de torrent, d'un éboulement. Donc en ça, les archives sont importantes parce que ça permet de conserver la mémoire des événements, et au moment où nous on va lancer un chantier là en 2024, on peut savoir qu'il y a déjà eu 5, 10 ou 20 événements identiques dans le siècle ou les 2 siècles passés, et que donc c'est important de traiter le sujet. Merci. Radio Riz. 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 Radio Riz.
Radio Risque sur RTL2 Massif de Savoie. Des ateliers radio dans les écoles d'Albertville pour vous informer sur les risques majeurs et les moyens de s'en protéger. À quoi sert le PPRI ? Alors le plan de prévention des risques d'inondation, il sert normalement à éviter qu'il y ait des dégâts et des risques pour les personnes dans une zone où il y a des risques d'inondation. Donc la première chose, c'est déjà de définir quelles sont les zones où il y a des risques d'inondation. Donc tu fais une carte du terrain pour expliquer ici il n'y a pas de risque, là il y a un risque. Généralement quand on est près d'une rivière, il y a un risque. Quand on est près d'un torrent, il y a un risque. Donc c'est une première étape de cartographie du risque. Et après on définit un règlement pour ce PPRI parce que le risque n'est pas le même partout. Suivant la pente, suivant la taille de la rivière, on va mettre des zones bleues, des zones rouges foncées, là où c'est vraiment très craignos. Et donc le PPRI sert à ça. Donc c'est une démarche qui est longue. C'est un travail entre les collectivités, les services de l'État pour aboutir donc sous la forme d'une carte et d'un règlement qui définit donc les zones qu'il faut éviter de construire, éviter d'habiter. Merci. Radio Risque.